Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters. Cette émission La Libre Antenne où la parole est reine et dans laquelle vous venez au 3921 chercher des réponses à vos questionnements ou tout simplement vous rassurer et vous permettre d'entendre la petite voix au fond de vous qui indique le chemin. Car nous sommes tous très tentés d'aller chercher à l'extérieur de soi les éléments d'analyse nous concernant et parfois ce que l'on trouve en échangeant ou en lisant nous apporte, il est vrai, de nouveaux éclairages. Mais il est tout aussi important d'aller chercher aussi en soi, très profondément à l'intérieur, ces éléments d'analyse, ou plutôt de confronter l'extérieur avec l'intérieur, se servir des éléments de réponse fournis par l'extérieur, que ce soit ici, dans cette émission, ou bien dans vos lectures ou vos échanges, ou encore dans les événements que vous vivez. Et s'en servir, c'est quoi ? Eh bien, c'est les passer au scanner de votre moi profond. Ne pas chercher une vérité universelle et unique, mais s'enrichir de multiples vérités pour trouver la sienne, celle qui résonne au plus profond de soi. Ne pas tenter en vain d'être objectif, car puisque nous sommes bien des sujets, il s'agit de subjectiver. Et quoi de mieux que nos ressentis, notre musique intérieure pour nous guider et se sentir sujet. Alors dans ces témoignages que vous entendez ici ce soir et dans vos témoignages, cherchez à distinguer ce qui vous correspond au plus juste, ce qui vous fonde en tant que sujet. 3921, Quentin et Corentin, votre écoute, Fabrice Fougerose aux manettes de l'émission, moi au micro, toute l'équipe est là, attentive à vous et rien qu'à vous. 3921, la ligne est ouverte tout autant que nous. Europe 1. Sophie Peters. Bonsoir Béatrice. Oui, bonsoir Sophie. Voilà, j'espère que je ne vais pas être trop confuse dans mon histoire. Je suis là pour vous guider. Oui, j'espère, parce que j'ai peur d'avoir un petit peu de mal. Voilà, je voulais vous parler de ce qui m'arrive là depuis 6 mois. En fait, j'avais je dis j'avais parce que je vivais avec quelqu'un depuis 20 ans qui m'a annoncé il y a 6 mois, un vendredi soir, il m'a dit écoute, je ne serai pas là pour déjeuner demain. Je lui ai demandé pourquoi et je lui ai dit tu fais quoi? Il me dit je te dirai ça en rentrant samedi soir. Et puis donc il est parti le samedi matin, il est rentré en soirée et quand il est rentré il m'a dit écoute, j'ai rencontré quelqu'un, donc voilà, c'est comme ça. J'ai mis un petit moment à me décider. Alors ce qui m'a décidé, c'est ce qui s'est passé à Noël, parce qu'en fait on a passé un très mauvais Noël, parce que moi j'ai 3 grands garçons, lui a 2 filles. Tout a toujours été compliqué depuis 20 ans. Quand je suis arrivée chez lui, mes garçons avaient... leur papa s'est tué en moto, ils avaient 2 ans et demi, 6 ans et 10 ans. On est arrivés, c'était en 93. Avec Pascal, on s'est installés tous les deux en 96. Le plus jeune de mes garçons avait 5 ans et demi. Il n'a par exemple jamais été l'embrasser dans son lit le soir. Donc, et puis ça a toujours été compliqué. Il s'en est peu occupé. Quand il s'en occupait, c'était souvent quand ses filles étaient là le week-end, par exemple, il fallait que ce soit les garçons qui rangent les jouets des filles. Et puis il n'y avait pas moyen d'essayer de discuter. Déjà à l'époque, c'était pas simple. Et puis, en fait, je me suis toujours dit qu'il avait eu, lui, beaucoup de mal parce qu'il avait 3 garçons en permanence à la maison qui n'étaient pas les siens et qu'en fait, il n'avait pas ses filles. Mais c'est quelqu'un avec qui il n'y a jamais eu moyen d'avoir de discussion. Mais sur quoi était basé, du coup, Béatrice, le début de votre couple? Si d'emblée, c'était pas simple, comme vous dites, si tout a toujours été compliqué, c'était quoi l'intention de former un couple au début de l'histoire?
Eh bien, c'est la question que je me suis posée longtemps. Je crois que j'ai eu la réponse parce qu'en fait, je suis une psychothérapie depuis pas mal de temps. Enfin, j'ai commencé une première période après le décès de ma maman parce qu'en fait, bon, j'ai une famille où tout le monde est décédé. Hein. Il me reste un grand-oncle, une grand-tante et une cousine. Mes enfants n'ont personne, ni grands-parents, ni cousins, ni oncles. Enfin, voilà, c'est... et après le décès de mon compagnon, donc le papa de mes enfants, hein, mais qui n'ont pas marié, j'ai eu l'impression d'être entre parenthèses, en fait. Mais vraiment, me dire, mais je vais pas pouvoir rester toute seule, c'est impossible. Oui, et d'avoir le besoin d'offrir en quelque sorte un père à vos garçons, c'était ça l'idée. J'avais très très peur qu'il m'arrive quelque chose. Ah, je comprends, ouais. Et qu'en fait, ils se retrouvent tout seuls. Donc, je pense qu'il y avait ça. Il y avait une urgence, il fallait être en couple, oui. Il fallait que je rencontre quelqu'un, ça me paraissait impossible de rester seule. Et oui, bah du coup. Oui. Et du coup, quand vous l'avez rencontré, qu'au début c'était un peu difficile, vous vous êtes dit, c'est un peu normal que ce soit difficile, eu égard à la situation, chacun a ses enfants, et vous avez compté sur le temps et votre bonne volonté finalement pour que ça se passe bien. Voilà, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, oh, mais ça va finir par s'arranger. Ça va s'arranger. Ouais. Et en fait, j'étais toujours dans l'attente que ça s'arrange, que même si au bout de quelques années, j'ai compris que ça s'arrangerait jamais, mais j'étais toujours dans cette attente-là. Et en fait, j'ai dans compris l'attente ou dans quelque chose d'actif? Parce que est-ce que vous attendiez passivement que les choses s'arrangent ou qu'est-ce que vous faisiez vous pour que les choses s'arrangent? Pas grand-chose en fait, je crois. Je crois que j'essayais de discuter, mais de toute façon, j'avais en face de moi un taiseux. J'ai quelqu'un qui ne parle pas. De toute façon, personne ne se parle dans cette famille. Moi, j'ai trouvé ça extraordinaire au début parce que, voilà, quand il y avait des repas de famille, personne ne disait rien, alors que chez moi, mon père et ma mère se tapaient dessus. Enfin, c'était... Oui, donc vous trouviez ça plus paisible, presque d'une certaine manière, plus serein. Complètement, je trouvais ça extraordinaire. Je comprends, vraiment. Bien sûr. Mais j'ai pas trouvé ça extraordinaire très longtemps, en fait. Au bout d'un moment, je me suis dit, mais ils disaient rien. Ils sont toujours tous d'accord. Et en fait, on ne peut rien dire. Et donc, moi, je suis devenue le vilain petit canard, en fait, parce que moi, je suis quelqu'un de droit, carré, franc, qui dit les choses, parfois pas du ton qu'il faudrait, ça, j'en conviens, je suis trop brusque et tout. Et je me souviens qu'il m'a dit une fois, dans les premières années, il m'a dit, de toute façon, la franchise, c'est un défaut. Je me suis dit, c'est marrant, parce que moi, on m'a toujours dit que c'était plutôt une qualité, quoi. Bon, alors c'est vrai qu'avec les années, on essaye de dire les choses plus doucement, ou pas toujours les dire, bon, mais voilà, bon. Et oui, je me suis rendu compte que personne ne se dit rien, tout le monde est d'accord. Et moi, j'ai toujours été dans cette attente-là, en me disant, mais ça va venir, bon. Et puis, les années ont passé, et puis rien n'est venu, quoi. Et puis voilà, on en arrive là où, bon, c'est vrai que... alors moi, bon, mon souci aussi, c'est que je suis quelqu'un qui se... pas qui se braque, mais qui suis assez radical, si vous voulez. Ouais. C'est Quand, blanc ou noir. Oui, voilà, c'est un peu ça. Et je sais qu'un jour, alors bon, on avait des repas de famille, des choses comme ça. Un jour, il me dit, mais attends, t'invites plus souvent ta famille que la mienne. Alors déjà, ma famille, ils sont 2, enfin 3. Donc, et puis, franchement, c'était vraiment pas le cas. Hein. J'avais plus souvent, et puis bon, c'était avec plaisir. Et alors, moi, dans cette situation-là, au lieu de dire, bon, je les invite plus souvent, j'ai dit, puisque c'est comme ça, j'invite plus personne. Donc, ce qui est absolument pas la solution. Et puis... ça va avec ce que vous disiez en termes, vous disiez que vous attendiez
Du coup, c'est vrai que le fait de vous braquer, c'est un peu votre ego qui dit bon, puisque c'est comme ça, hein, à partir de maintenant, et vous passez en force parce que cette attente immense que vous avez et que vous savez pas vous combler par vous-même, quand quelque chose ne va pas, tout d'un coup, voilà, ça switch d'un seul coup pour vous. Ah bah oui. Voilà. Et ça va avec, vous voyez, c'est un comportement, mais c'est un comportement cohérent, on va dire, parce que souvent on est très cohérent en fait. Hein. Ah bah oui. On est souvent très cohérent, même quand ça donne pas les résultats ou que voilà, on n'est pas très heureux de la façon dont ça se passe, mais c'est cohérent en soi. Et il y a une cohérence dans ce que vous racontez. Ah bah ça, moi j'ai continué dans cette lignée-là, si vous voulez. Et puis alors, ce qui se passe en fait, c'est que mon compagnon est agriculteur, nous sommes en Normandie, et si vous voulez, la ferme en elle-même, où il a ses animaux, nous on habite à 5 kilomètres. Et donc, il a toujours il avait ses parents au début, parce que sa maman est décédée il y a 5 ou 6 ans, mais donc ses parents étaient sur la ferme, donc moi les premières années, j'allais souvent le matin boire un petit café, discuter avec sa maman, voilà, et puis quand sa maman est tombée malade et puis est décédée, un jour quelques jours après, je parlais avec son papa et puis je lui dis mais qu'est-ce qui serait passé parce que sa maman ne sortait pas de chez elle, elle n'avait jamais mis les pieds au supermarché, enfin, elle était presque, je disais, d'une génération encore avant celle de ma grand-mère dans sa façon dans sa soumission, elle s'occupait des repas, elle servait les hommes, c'est tout juste si elle s'asseyait à table, enfin, on avait l'impression d'être dans un autre monde presque. Et elle ne conduisait pas, enfin, et un jour, donc je dis à son père, je dis mais écoutez, qu'est-ce qui se serait passé si vous étiez mort avant votre femme? Parce qu'ils étaient en campagne, évidemment, aucun magasin. Alors le médecin leur avait souvent dit que ce serait bien qu'ils déménagent et qu'ils aillent habiter dans le bourg d'à côté, mais bon, ça s'est jamais fait. Et là, il m'a regardé, il me dit, elle serait allée à la maison de retraite. Et alors, j'ai trouvé ça, ils avaient été mariés plus de 60 ans. J'ai trouvé ça absolument mais terrible. Et du coup, si vous voulez, pendant un moment, je me suis dit, bon, moi c'est bon, là, j'y vais plus. Et puis c'est vrai que comme j'étais toujours en recherche d'attention, avec sa maman, je la trouvais, cette attention-là, parce qu'on parlait de choses et d'autres. Mais avec son père, il entendait un tracteur arriver, il coupait la parole pour s'occuper du tracteur. Et moi, ce que je lui racontais n'avait aucune importance. Si jamais j'essayais de parler un petit peu de ce qui s'était passé avant, il disait « Oh là là, mais ça ne me regarde pas ». Donc, voilà, j'ai arrêté, je me suis isolée chez moi. On dirait, Béatrice, à vous entendre, alors je ne sais pas quelle est votre histoire de vie, j'ai envie de dire d'où vous venez, mais d'origine, ce n'est pas votre monde, en fait. Ah non. Et oui, ça s'entend. Oui, et ça peut-être était très difficile en termes de communication et d'entente entre vous et cette famille, et vous et cet homme et ce compagnon, parce qu'on sent que vos besoins, vous parlez d'attente. Mais vous savez, quand on a des attentes, c'est qu'on a des besoins, en fait. Une attente, c'est un besoin. Mais une attente, c'est un besoin qu'on imagine qui va être comblé par l'extérieur. Or, si on écoute une attente, on dit, tiens, cette attente, j'ai un besoin. Et ce besoin, c'est ma responsabilité, j'ai quelque chose à en faire. Et vous avez besoin d'élaborer, vous avez besoin de communiquer, vous avez besoin de penser, d'échanger, intellectuellement en tout cas. Ça s'entend. Mais je me suis, je me suis complètement, fourvoyée. Oui, c'est amusant parce que c'est le mot qui me venait avant que vous le disiez, fourvoyée. Et en même temps, oui et non, parce que vous expliquez très bien que ça avait complètement du sens après 93, au moment du décès du papa de vos enfants, qu'il y avait quelque chose de très déterminé chez vous et qui était prioritaire. Et c'était ça qui comptait. Et puis comme vous semblez être une femme d'engagement, comme vous dites, loyale, honnête, vous vous êtes dit, maintenant que j'ai fait ce choix-là, je dois m'y tenir, même si ce choix ne me convient pas tout à fait. Oui. Et c'est pas vraiment le choix que j'aurais vraiment aimé faire, mais c'est celui qui m'a semblé prioritaire. Maintenant que je l'ai fait, j'assume. J'ai l'impression que vous étiez là-dedans. Voilà, vous avez tout résumé. Et puis, c'est vrai que, alors, il m'a donc dit après
cette annonce. Comment il m'a dit ? Il m'a dit, mais ah oui, parce que je lui disais que moi, j'étais dans l'attente qu'il s'occupe de moi, dans l'attente d'attention que je n'avais jamais. Et il me dit, à ce moment-là, je vois pas pourquoi t'es restée. Oui. Je lui dis, mais écoute, parce que pour moi, c'est pas quelque chose, ça me faisait souffrir, hein, ça c'est certain, mais c'était pas quelque chose de rédhibitoire. Et puis voilà, même si on n'était pas mariés, même si j'avais rien signé en bas d'une feuille, moi, pour moi, j'avais un engagement moral, un truc de, et lui, par contre, m'a dit, une fois qu'il m'a annoncé ça, en fait, j'ai eu droit à tout, hein, parce que, ma situation, c'est que je ne travaille pas, je ne suis pas mariée, je ne suis pas chez moi, je n'ai aucun revenu et rien de côté. Hein. Donc, voilà. Aucune protection. Et quand vous dites... Pardon. Aucune protection, hein, c'est ça que vous voulez dire aucune, pour vous. Rien du tout. Et juste avant, vous alliez dire, voilà ce qu'il m'a dit. Oui, alors, il m'a dit, de toute façon, j'étais restée avec lui uniquement pour l'argent, parce que si vous voulez, on fonctionnait comme ça depuis... Alors, si vous voulez, les 12 premières années, jusqu'à ce que mes enfants soient majeurs, en fait, c'est moi qui ai toujours subvenu à leurs besoins. Parce que jusque-là, j'avais des revenus. Leur papa s'est tué, il s'est tué en moto, mais c'était en repartant de son travail. Donc, c'était un accident du travail. Donc, en fait, les enfants ont eu de l'argent, une assurance de leur père qui était placée pour leur majorité. Mais sinon, moi, je les ai élevés. C'est jamais mon compagnon qui a subvenu à leurs besoins. Ils étaient en école privée, c'est moi qui payais l'école. Et en fait, je me suis retrouvée sans rien après leur majorité. Et donc, il m'a dit, et donc je fonctionnais, si vous voulez, mais c'était avec son accord, parce que je fonctionnais avec sa carte bleue pour les courses. Alors, les premières années, j'avais beaucoup de mal à m'acheter des choses en me disant, je travaille pas, machin. Et puis avec la psychologue, elle m'a dit, attendez, quand vous voyez tout ce que vous faites, une secrétaire dans une entreprise, elle n'est pas productive. C'était donc un choix du couple, c'était un choix commun. Que vous ne travaillez pas, d'accord. Vraiment, au début, quand je m'achetais quelque chose, je lui demandais, jamais une fois, il ne m'a dit non. Jamais, 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 jamais. Il m'a dit, pas trop dépenser, jamais. Et donc là, il m'a dit, de toute façon, tu n'étais là que par intérêt. Je dis, attends, si j'étais là par intérêt depuis des années, tous mes amis me disaient, mais reste pas comme ça. Ouais. Et en fait, j'étais obligée de rester comme ça. Oui, Béatrice, c'est un immense malentendu. C'est toujours très triste, les malentendus. Pourquoi c'est un malentendu ? Quand il vous dit ça, on va dire qu'il ne cherche pas volontairement à vous blesser, il vous parle de sa blessure. C'est-à-dire, quand il dit que vous restiez avec lui pour un aspect matériel, il dit quoi ? Il dit « je ne me sentais pas aimée ». Et finalement, entre nous, là, à l'antenne, il n'était pas... Voilà, vous n'étiez pas amoureuse de cet homme, il ne se sentait pas aimé à juste titre. Justement. Oui. Si, et c'est quelque chose, je ne sais pas si je me posais souvent la question. Oui. J'avais du mal à y répondre, mais... Oui. Et maintenant ? Oui, mais c'est maintenant. Oui, alors, vous voyez, c'est tout le paradoxe, Béatrice. C'est que maintenant qu'il vous quitte pour une autre femme, tout d'un coup... Il y a, j'allais dire, toute l'histoire qui vous apparaît dans son tragique d'ailleurs. Et si en fait je l'aimais, j'ai pas su l'aimer, etc. Mais on va reprendre depuis le début. Si on reprend le début et la logique, en fait, c'est plutôt la logique du début qui était, j'ai absolument besoin d'un compagnon. Et je fais le constat assez rapidement, et vous l'avez dit, je reprends vos mots, tout a été compliqué depuis 20 ans, c'était pas simple, donc très vite ça part comme ça. Donc vous vous posez effectivement en cours de route cette question, est-ce que je l'aime, est-ce que je l'aime pas ? Mais j'ai pas tellement les moyens de me la poser parce que j'ai mes enfants, parce qu'il faut et parce que je me suis engagée. Pendant ce temps-là, vous dites, et c'est là où est tout l'aspect ambivalent chez vous, mais je suis en attente qu'il soit autrement avec moi. Et je ne le fais pas grandir par rapport à mes besoins. J'essaye, j'attends, je lance des choses et je vois s'il change. Et puis cet homme aujourd'hui qui vous quitte pour une autre femme,
met en doute finalement. C'est agressif ce qu'il vous dit, mais met en doute l'affection et l'amour que vous lui avez porté. Pourquoi ? Parce qu'il l'a pas senti. Et je dis, c'est ça le malentendu. Ça veut pas dire que vous le portiez pas. Peut-être que vous le portiez. D'une certaine manière, vous le portiez, comme vous dites, dans l'attente. Mais lui ne l'a pas senti. Comme d'ailleurs vous n'avez pas senti son amour. Donc vous êtes un couple qui, pendant 20 ans, chacun a attendu finalement l'amour de l'autre. Jusqu'à temps que, n'en pouvant plus, lui disent, je l'ai trouvé à côté. Et je m'en vais. Vous voyez, et c'est pour ça que je parle de tragédie et de malentendu, parce que vous étiez chacun dans l'attente. Dans la même, en miroir. Oui. Mais moi, je sais que j'ai toujours été dans l'attente. Et ce qui est terrible, c'est que dans cette histoire, j'ai vraiment l'impression, enfin, c'est plus qu'une impression, je le sais, il fallait que j'aille au bout en même temps, tout en sachant qu'au bout, je me retrouverais, je sais pas comment vous expliquer ça. Mais vous continuez votre phrase, qu'au bout, je me trouverais. Je me trouverais, parce que je me disais, si vous voulez, jamais j'ai pensé qu'il me quitterait, franchement, jamais. Mais je me disais, parfois, mais s'il lui arrive quelque chose. Enfin, et je faisais l'autruche, en me disant non, ça peut pas recommencer. Là, c'est plus possible. Pas une fois de plus, c'est pas possible. Et donc, je restais là-dessus, quoi. Ah oui, mais c'est terrible. Oui. Parce qu'en fait, vous étiez en train à la fois de vous dire, quand on se dit comme ça que l'autre va jamais nous quitter, enfin, en l'occurrence, lui, vous dites n'allait jamais me quitter, vous aviez donc la position de sécurité qui vous permettait de rester dans cette position d'attente en pensant qu'il vous aimait tellement qu'il finirait bien par changer tout seul. Mais on ne change jamais tout seul. Soit on y est invité, ou aidé, ou guidé, par le dialogue d'ailleurs. Mais il y a sans doute dès le début, et en tout cas là, dans le « tout a été compliqué depuis 20 ans », elle est vraiment importante cette phrase. C'est tant d'efforts et tant de silence de votre part, et de sa part aussi d'ailleurs. Et c'est le pire, évidemment, parce que pour vous, la séparation, et c'est peut-être là qu'on doit en venir là maintenant ensemble, c'est que elle est terriblement douloureuse. Vous avez rien vu venir. 2, tout était dans le silence. Vous n'êtes même pas imaginé ça. Et d'un coup, vous avez le sentiment de tout perdre. Enfin... Oui, vraiment complètement. Parce que moi, je me suis renfermée dans les dernières années, mais au début, j'ai essayé et tout, et j'étais face à un mur. Il y avait, de toute façon, il m'a... Parce que depuis, j'ai essayé de parler avec lui, mais il n'y a rien à faire. De toute façon, il a toujours fonctionné comme ça. Je vois même avec mon plus jeune fils, là, qui me dit, mais tu sais bien, de toute façon, il a toujours retourné les situations, il a toujours renvoyé, il n'a jamais admis rien du tout. En même temps, Béatrice, l'attente dans un couple, c'est très menaçant. Surtout, alors, si je me place du point de vue de l'homme, c'est qu'il pense qu'il n'est jamais à la hauteur. Donc, il ne veut pas l'entendre, vos attentes. Ça le met en échec. Il se dit elle attend. Il le sent, vous savez bien, on sent tout. Oui. On sent tout, mais c'est terrible, parce que lui, qu'est-ce qu'il a appris de vos 20 ans ensemble ? Que ce n'était pas le bon homme pour vous, et qu'il ne pourrait jamais vous satisfaire. Et donc, vous devenez quelqu'un qu'il ne va plus supporter, parce que vous lui renvoyez en permanence, mais tu n'es pas là où je t'attends. Et tu ne sais pas faire, et tu ne peux pas faire d'ailleurs. Donc c'est une mise en échec perpétuelle. Qu'est-ce qu'il fait ? Il s'en va. Et finalement, oui, comme vous dites, alors l'idée, c'est évidemment surtout pas de se culpabiliser, c'est de comprendre. Et vous avez déjà bien toutes les bribes de l'histoire. Mettre du sens dans tous ces 20 ans, pour vous en faire quelque chose, parce qu'en même temps, quand on vous écoute, j'ai presque envie de vous dire, et ça va peut-être vous choquer, mais que vous êtes libre finalement aujourd'hui, et qu'il vous libère. Regardez ça, il vous libère de ces 20 ans compliqués, pas simples, douloureux, de sacrifices, de femmes sacrifiées. Il vous libère, et à vous de réclamer, alors pour le coup, et de dire
j'ai besoin de protection dans cette liberté-là pour redémarrer quelque chose. Parce qu'effectivement, vous allez avoir besoin de ça. Voilà, c'est ce que, là, si vous voulez, depuis ces 6 mois, c'est ce que je commence juste à faire là depuis quelques jours, là, parce que c'est vrai que là, depuis 6 mois, j'ai perdu 12 kilos, je peux plus manger. Enfin, donc, je me suis dit, là, c'est vraiment le coup de trop, je vais pas en sortir, quoi. Et puis bon, là, il y a un petit côté dans votre histoire, arroseur arrosé. Et donc ce sentiment très désagréable d'avoir été celle qui pensait tenir le couple et de se trouver trahi. Vous vous sentez trahi, en fait, dans une forme d'engagement. Vous vivez encore ensemble, là, ou pas? Oui, moi je suis toujours dans la maison. Parce qu'en fait, donc ce qui s'est passé le jour où il m'a annoncé ça, au mois de janvier, alors ce qui est aussi complètement terrible, je trouve dans cette histoire, si vous voulez, c'est que depuis 20 ans, bon, c'est quelqu'un qui travaille énormément, qui a des vaches laitières, qui était évidemment très, très, très pris par son métier. Et il n'y avait jamais la possibilité d'avoir, avec les enfants, on n'a jamais rien fait. Enfin, un de mes fils qui est arrivé, je ne sais plus, il avait 18-20 ans, il me dit, dis donc, tu sais, maman, je suis le seul à avoir jamais mis les pieds ni à Euro Disney et tout, parce que moi, en plus, j'avais beaucoup de mal à faire les choses seule. Les choses, j'aurais voulu les faire avec lui. Donc, j'arrivais de temps en temps... oui, mais là, la situation est différente, Béatrice. Lui aussi, il trouve une nouvelle liberté. Donc ne comparez pas ce qu'il lui donne ou le temps qu'il prend qu'il vous a pas donné. C'est pas la même histoire, c'est pas la même personne, c'est même plus le même homme. C'est-à-dire que vous allez découvrir un autre homme et pas celui que vous connaissiez. Alors il y a Lynn qui demande, est-ce que vous seriez aussi désolée si vous aviez les moyens matériels de vivre sans votre compagnon? Demande Lynn. Oui, oui. Parce que, oui. C'est pas ça qui vous non, préoccupe je me suis le plus. Vraiment posé la question et je pense que c'est pas ça qui me préoccupe le plus. Bon, ça compte dans l'histoire, mais je tiens à lui, quoi. Enfin bon. Vous tenez à lui et en même temps vous faites le constat d'une vie de couple pas très heureuse pour vous en tant que femme. Est-ce que vous tenez à lui ou vous tenez à l'idée que vous aviez de ce couple? Vous tenez à votre projet surtout. Vous tenez à ce à quoi vous avez décidé. Vous l'avez même sans doute porté toute seule, ce couple. C'est même peut-être pour ça que vous aviez le sentiment qu'il partirait jamais, parce que vous étiez un peu dans les questions et les réponses toute seule. C'est vous qui faisiez ce couple, mais vous ne faisiez pas couple. Alors oui, vous avez le sentiment de perdre, et c'est terrible, et j'en conviens, votre construction, votre création, votre énergie, tout ce que vous avez mis. C'est-à-dire que tout l'effort fourni et tout ce que vous avez mis de vous dans ce couple, c'est un peu comme si on vous le réduisait en cendres aujourd'hui, donc c'est très douloureux, et ça vous fait croire que vous étiez ou que vous êtes amoureuse de lui. Mais il me semble que l'amour est ailleurs quand même. Mais c'est ça, parce que j'ai vraiment l'impression que ces 20 ans sont réduits à rien, quoi, à rien. Oui, parce que vous portiez tout. Et qu'il vous dit au revoir. Et que vous avez tout créé. C'est votre création, ce couple. C'est pas la sienne. Donc vous vous sentez doublement trahi. Doublement meurtri. Un peu comme un passager clandestin. Voilà. Il était dans le train, vous conduisiez la locomotive, il était bien là. Moi, c'était un passager clandestin. Vous n'avez pas conduit le train à deux. Et donc vous vous sentez démunis et très blessés. Il y avait Véronique qui dit, il faut du temps pour faire le deuil d'un homme qui est vivant, qu'on a aimé. J'ai vécu ça, c'est cruel. Mais on s'en remet, courage, dit Véronique. Oui, enfin. C'est surtout se remettre, Béatrice. Et vraiment, je vous invite à y penser, à être là-dedans du projet que vous avez mené un peu trop seul. C'est bien pour ça que vous aviez tant d'attentes. Vous étiez très seul dans ce couple. Chacun, d'ailleurs, était très seul. Et comme vous avez mené ce projet et que c'était votre couple, on vous l'enlève, il vous enlève ce couple que vous avez créé aujourd'hui. Il vous enlève votre bébé, j'ai envie de dire, votre création, tout ce que vous avez mis de vous pendant 20 ans. Mais vous êtes bien plus que ça. Vous n'êtes pas détruite parce qu'il s'en va, puisque c'est bien vous qui avez tout créé. Donc imaginez la ressource et le potentiel que vous avez de porter seul une histoire pendant 20 ans. Ça dit beaucoup de choses de vous.
Oubliez pas qui vous êtes, oubliez pas celle que vous avez été dans cette famille, comme vous dites, de taiseux, les idées que vous avez, l'envie de verbaliser. Ne vous perdez pas en route sur vous-même. Oubliez pas qui vous êtes. C'est ça qui va vous aider. Oui. Oui, vous êtes sans voix quand je vous dis ça. Parce que vous l'oubliez. Oui, vous l'oubliez dans la douleur et c'est normal. Vous êtes quitté, vous vous quittez vous-même. Hein, on se quitte quand on est quitté. C'est comme on quitte son pays, hein, on quitte son amarrage. Mais vous êtes bien toujours là. Vous êtes toujours là, avec vous. C'est terrible parce que je me suis même dit à un moment que c'était encore plus douloureux quand le père de mes enfants oui. s'est tué, parce que je me suis dit, au moins je savais qu'il m'aimait, quoi. Oui. En fait, c'est comme si vous disiez, je t'ai jamais aimé, presque. C'est ça que vous entendez. C'est exactement ça. Oui. Mais de toute façon, il me l'a presque dit. Hein. Il y a une fois où il m'a dit... Il le dit pour se défendre. Béatrice, c'est très important que vous sachiez un petit peu quand même filtrer les éléments. C'est un homme blessé que vous avez en face. Alors, quand on est blessé, vous savez ce que c'est qu'un animal blessé? C'est agressif, c'est pas très sympathique. Il est pas sympathique avec vous? Ah non, ça, il est pas sympathique. Oui. Parce qu'il estime, mais c'est son histoire qu'il a été blessé dans ce couple. Mais de la même façon que vous l'estimez aussi. Donc attention, parce que si vous restez là-dedans, et lui il va rester là-dedans manifestement parce qu'il n'a sans doute pas conscience de ça, vous risquez l'escalade de la haine, de la vengeance, des coups bas. Donc vous travaillez dans l'amour que vous avez, vous, de cette histoire, éventuellement de lui, hein, aussi, de vous-même surtout, pour ne pas rajouter de la haine et de la blessure. Et quand il tient ces propos dégradants, bien sûr que c'est très dur à vivre, mais il parle de lui. Écoutez ça, il parle de lui, il parle des 20 ans. Voilà, mettez ce filtre-là. Vous savez bien que la femme que vous êtes, vous savez qui vous êtes, qui vous avez été pendant toutes ces années et que vous êtes encore, bien sûr. Donc essayez de naviguer très très droit, hein, le cap, Béatrice, sur vous, sur l'intérieur, sur l'amour qui a été vécu, sur l'amour qui est évidemment encore là, mais sur un amour blessé. Il n'y a rien de pire qu'un amour blessé, c'est de la haine. Hein, c'est Jung qui disait le contraire de l'amour, c'est pas la haine, c'est l'indifférence. C'est l'indifférence. Voilà. Donc il y a de l'amour, il y a évidemment de l'amour quand il y a des mots comme ça. Alors bien sûr, c'est difficile à entendre dit comme ça, mais c'est vraiment là. Et plus vous allez mettre, peut-être un gros mot là pour vous ce soir, un peu j'ai envie de vous dire de la douceur dans la relation. Attention à votre ego blessé. Il va le sentir ça aussi. Et ça peut être intéressant. Même peut-être pour l'avenir, on ne sait pas. Vous savez pas. On ne sait pas. Vous braquez pas. Vous voyez, ça c'est une invitation. Il y a 2 invitations pour vous dans cette histoire. La première, il y a une invitation de liberté quand même, moi qui me semble essentielle. Et l'autre, il y a une invitation très très forte à ne plus vous braquer, ce que vous saviez si bien faire. C'est quand on a une épreuve, c'est pour nous apprendre à faire autrement. Vous saviez vous braquer, mais l'épreuve vous dit surtout te braque pas. Vous braquez pas la Béatrice. Oui, c'est ce que j'essaye de ne plus faire. Mais, oui, je sais bien dans la douleur. De toute façon, j'ai l'impression que quoi que je fasse, je suis à côté. Donc, attention, c'est pas lui le sujet. Ne le calculez pas. Soyez tel qu'en vous-même qu'il puisse vous voir, qu'il puisse voir la véritable femme que vous êtes. Si vous êtes en train de dire oui, mais de toute façon, ce que je peux dire, il m'entend pas, ça veut dire que vous n'êtes que par rapport à lui, vous n'agissez que par rapport à lui. Vous calculez tout par rapport à lui, ce que vous allez dire, ce que vous allez faire, s'il va rentrer, s'il voit l'autre. Voilà, tout va être par rapport à lui. Allez, c'est vraiment le moment de vous centrer là. Vraiment. Oui, c'est exactement ça, et c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à... Oui, c'est normal, c'est là pour ça. Mais c'est là pour ça, Béatrice, c'est là pour ça. C'est là pour ça, hein. On est là pour apprendre, et l'épreuve est là pour vous apprendre ça. Bon courage, Béatrice, parce que je sais combien, c'est douloureux ce que vous traversez. Mais quelque chose est juste. Et gardez bien le cap. Merci. Je vous embrasse fort, Béatrice. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une bonne soirée. Vous aussi. Au revoir. Au revoir. Bonsoir, Doumé.
Bonsoir Sophie. Bienvenue. Merci beaucoup. Je suis un petit peu émue. J'ai le cœur qui bat beaucoup plus vite. Oui. Oui. C'est l'effet antenne, ça. C'est l'effet. Oui, c'est l'effet direct. antenne. Je sais qu'il y a beaucoup d'oreilles qui nous écoutent. Mais on l'oublie. On l'oublie. Oui, je vais faire en sorte Mais de oui, l'oublier. oui. C'est la magie de la radio. Oui. Alors moi, je vous ai envoyé un petit mail. En fait, c'est suite au témoignage hier de Camille. Oui, hier soir. Voilà. Camille, donc 25 ans, qui était depuis 4 ans, voilà, avec un compagnon, avec des hauts et des bas, et très destructeur pour elle, exactement. Voilà, oui. Donc, je me suis retrouvée dans son témoignage. Ouais. J'ai vécu quelque chose il y a ces dernières années avec une personne très destructrice. J'ai réussi à m'en défaire, non sans mal, parce que j'étais amoureuse. Et je me suis retrouvée, je suis revenue à la case départ, c'est-à-dire chez papa-maman. Ça n'a pas été simple. Et là, en ce moment, comme je disais à Corentin, j'ai perdu le goût des autres. Par peur de la blessure? Oui, j'ai été beaucoup blessée dans ma vie. Ça a commencé dès toute petite. Oui. J'ai subi... j'ai eu une maman très dépressive, violente. Oui. Un papa absent. Oui. Enfin, pas présent physiquement, mais absent dans son rôle de père. Donc j'ai subi des violences physiques, des violences, d'autres violences, voilà, de la part d'un cousin. Sexuelles aussi? Oui. De la part de votre cousin? 8 ans. 8 ans? Oui, j'avais 8 ans, il en avait 12. Mais j'ai découvert ça, et il m'a fallu beaucoup d'années pour découvrir tout ça. Je suis passée par la psychanalyse. Bon, c'est un travail d'archéologie. J'ai très peu de mémoire très peu de souvenirs de mon enfance. Oui. Une enfant très perturbée, mauvaise à l'école, enfin nulle à l'école, la dernière au fond de la classe, près du poil comme on dit, très rêveuse, très. Mais bon, tout ça, je l'ai compris après avec tout le travail d'analyse que j'ai fait. Oui. Et bon, j'ai cherché beaucoup d'hommes violents. Parce que c'était un fonctionnement, c'était comme ça, c'était ma façon de vivre, c'était ma façon de ressentir les choses, la violence. Bien sûr, c'était le connu, Doumé. Et c'était le connu, le pire, c'est que c'était le connu de l'amour. Oui. Hein, c'est comme ça que vous avez connu l'amour. Oui. Donc vous êtes allé rechercher ces amours-là. Et oui. Que c'était ceux qui vous parlaient d'amour, dans cette violence et cette maltraitance. Et aujourd'hui, alors que vous avez fait tout ce travail justement d'archéologue, qu'est-ce que vous avez découvert dans vos fouilles comme trésors qui vous permettent de mieux avancer? Moi, j'ai découvert, je sais pas comment, c'est difficile, c'est pas facile. Ouais. Ce que j'ai découvert, c'est que je suis devenue une personne avec un caractère très fort. J'ai une histoire particulière aussi. Donc je suis partie il y a quelques années, là j'ai rempli ma voiture, je suis partie vivre au soleil comme une sauvage, sans eau, sans électricité, à vivre de 3 fois rien. Ouais. Donc j'ai une histoire assez particulière. Dans la nature, donc en donc connexion. J'ai un caractère assez fort, mais aussi je suis aussi une personne assez sensible, assez fragile. C'est bien pour ça que vous avez besoin d'être seule. Ouais. Pardon? Ça explique l'aspect solitaire. Oui, j'ai besoin des autres. J'aime beaucoup. Je suis aussi, j'aime beaucoup aussi les autres. J'aime beaucoup m'amuser, j'aime beaucoup rire, mais j'aime aussi ma solitude. C'est vrai. Et donc là, en ce moment, j'essaie de me remettre d'aplomb parce que ça a été. J'ai eu quand même une grosse dépression après tout ça, c'est clair. Donc là, je retrouve chez papa-maman. Donc j'ai un père qui a la maladie de Parkinson. Il est très très diminué au niveau cognitif. Je fais beaucoup de choses pour lui, pour aider. J'essaie d'aider mes parents du mieux que je peux, mais ça n'est pas simple.
Et bon, j'essaie de me reconstruire, je sais pas comment dire, enfin de continuer la vie, voilà, de continuer Sans grande conviction avec elle. Pardon. Sans grande conviction pour elle, pour cette vie. Ça dépend des moments. Ouais, c'est ça qui vous manque. De vous sentir vivante. Une vie sociale. Et donc j'ai du mal, par contre, j'ai du mal avec les autres, avec tout ce que j'ai vécu, j'ai du mal à aller. Je vais facilement vers les autres, mais ça va peut-être faire bondir, mais les gens m'ennuient. C'est-à-dire, oui, non, mais c'est-à-dire qu'est-ce? Je m'ennuie. C'est vrai que j'ai vécu des moments tellement forts et une vie très riche, remplie malgré tout ça. Beaucoup d'expériences, je suis une fonceuse, j'ai fait beaucoup de choses. Et ce que je rencontre là autour de moi, les gens m'ennuient. C'est dur ce que je dis, je sais. Donc c'est difficile. Oui, non, c'est pas. Vous avez peur là de choquer en disant ça, peut-être mais un peu, oui. Oui, mais c'est important que vous sachiez vous attribuer pour comprendre qu'est-ce qui se passe en vous. Vous ne faites pas tort. Voilà, c'est pas une insulte, à moins que des gens se sentent personnellement, voilà, ceux qui vous écoutent en disant c'est horrible, les gens ennuient, mais non, il se trouve que c'est quelque chose que vous vivez. Et d'ailleurs, vous le dites et c'est très touchant, qui vous pose question, qui vous perturbe, parce que il y a tout un paradoxe. Et j'aimerais avoir une vie sociale. Qu'est-ce qu'on comprend là? Est-ce qu'on doit comprendre être inséré dans la société, être mieux inséré dans la société? Est-ce que c'est une histoire d'insertion sociale ou c'est une histoire de lien aux autres? Est-ce que c'est je dirais. Les deux? Les deux. D'accord, c'est à la fois une histoire de place et une histoire de lien. D'accord. Oui, je me suis jamais sentie. J'ai toujours eu du mal à rentrer dans les cases. D'accord. Et quand vous dites que les gens vous ennuient, qu'est-ce qui chez vous vous ennuie? Parce que si les gens vous ennuient, il y a quelque chose chez vous qui vous ennuie profondément. Aïe, aïe. Vous savez, ce qu'on ne supporte pas tellement chez les autres, c'est un miroir. À la fois un miroir symboliquement inversé, mais en tout cas, c'est un miroir de nous-mêmes. Donc, il y a quelque chose chez vous, de vous, qui vous ennuie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et qui fait que les autres vous ennuient. Moi-même, peut-être. Je sais pas. En ce moment. Non, c'est facile à dire, là, mais si vous creusez un peu, oui, moi, je vous lâche pas, là. Je sais bien. Vous diriez que qu'est-ce qui vous ennuie? C'est justement cette difficulté à être en lien avec les autres qui vous ennuie? Et que trouver les autres ennuyeux, du coup, est une vraie protection? Pas bête du tout, d'ailleurs. Oui. Ah oui, quand on trouve les autres ennuyeux, ça nous évite d'être en lien. Ouais. C'est la difficulté à créer à créer des liens. À créer des liens, à apprendre de me satisfaire aussi peut-être de la simplicité des autres. C'est peut-être un dur. Oui, c'est très bien parce que c'est trop compliqué chez vous. D'apprécier la simplicité des autres. Parce que tout est trop compliqué à l'intérieur de vous. Comment? Parce que tout est trop compliqué à l'intérieur de vous. Et confus. Oui, il y a beaucoup de confusion. J'ai pas appris le mode d'emploi de la sociabilité. Il y a eu une grosse rupture dans ma famille. J'ai grandi dans une ambiance familiale. Tout a explosé. Mes parents sont partis. Ils ont fui et je reproduis beaucoup. D'accord. Alors que je veux me défendre justement de reproduire ce qu'ils ont fait, mais ma mère n'a jamais eu d'amis, par exemple. Donc j'ai fait la même chose. J'ai pas d'amis. Je me retrouve sans amis, sans rien. C'est dur, c'est difficile. En fait, comme vous dites, je reproduis beaucoup tout en essayant de ne pas reproduire. Alors, c'est vrai que on a souvent deux possibilités. On se construit en opposition de ses parents ou en identification, enfin le même, et on va faire pareil. Sauf qu'en fait, ça revient au même. C'est-à-dire que en se construisant en opposition et en voulant fuir absolument ce qu'ont été ou ce qu'a été notre enfance ou nos parents, bizarrement, l'histoire nous remet exactement dedans.
Donc, et là, vous créez des résistances. Et sans doute que le fait que, on dirait, et du coup, je pense que vous entendez ce mot-là, vous qui avez fait une analyse, quand vous dites les gens m'ennuient, vous créez des résistances, qui sont des protections, hein. Souvent, le mot résister, on dit, c'est pas bien, vous résistez. C'est pas que c'est pas bien que vous résistiez, c'est que vous résistez parce que vous avez une bonne raison, vous protégez. Parce que vous avez peur. Et on a le sentiment que vous êtes sans doute à un creux d'évolution, où vous hésitez encore entre lâcher tout ce que vous connaissez très bien, le passé, ce qui a marché, etc. Et vous lancez vers l'inconnu, et vous sentez qu'il y a un inconnu possible, mais vous dites, alors vous résistez en mode protection, vous disant non, mais je peux pas le faire parce qu'en fait, j'ai pas le mode d'emploi, on me l'a pas appris, donc je vais pas pouvoir le faire. Alors je vous rassure, c'est simple, il y en a pas. Mais il y a pas de mode d'emploi. Oui, c'est une façon de parler. Oui, je sais bien, mais il n'y a pas quelque chose qu'on devrait savoir. Il y a juste quelque chose à vivre. C'est très rassurant d'ailleurs. Oui, à apprendre. Il y a juste à vivre, il y a juste à être là avec soi dans la relation. Quand je sais pas, quand vous allez chercher le pain ou que vous allez faire vos courses, vous dites 3 mots, je sais pas, au boulanger, au commerçant. Oui, mais j'ai le contact assez facile avec les gens, d'une manière superficielle. Mais dès qu'on attaque un petit peu, quand on creuse un petit peu plus, je me rétracte. Ouais. Alors, il y a un SMS très intéressant que je vais vous lire et qui va vous aider, d'une auditrice qui dit « Moi aussi, souvent, je m'ennuie avec les autres et pourtant, moi aussi, j'aimerais mieux être insérée. J'aimerais avoir une place. J'aimerais parfois réussir à leur ressembler. Réussir. Elle n'est pas seule, courage. » Et ce que je trouve très intéressant dans ce message, quand l'auditrice dit « J'aimerais parfois réussir à leur ressembler, réussir », pourquoi on s'ennuie ? Parce que c'est déprimant. C'est déprimant d'avoir le sentiment que les autres y arrivent, alors que soi-même, on n'y arrive pas. Alors on s'ennuie. C'est une forme d'ennui. C'est-à-dire que les autres vous ennuient. C'est qu'on s'ennuie de soi, parce que soi-même, on ne se trouve pas. Pourtant, je me cherche. Oui. Mais vous êtes là. Oui. Elle est là, la réponse. C'est que vous êtes déjà là. Et c'est parce que vous vous cherchez que c'est si douloureux. Parce que vous pensez que vous n'êtes pas là. C'est aussi pour ça que la vie vous est moins agréable. Dès qu'on pense que on s'est pas trouvé, qu'il nous manque quelque chose, qu'il y a plein de choses qu'on sait pas, que ça pose des problèmes d'identité, de légitimité, de place, de lien aux autres. Alors que tout est là. Vraiment, tout est là. Et tout était là déjà petite. Alors oui, vous avez été comme un magnifique champ de fleurs complètement abîmé, saccagé. Et donc c'est pour ça que tout ça a été très très abîmé, parce que tout était bien là. Oui, ça a été abîmé, mais vous avez fait un trajet de réparation. Et tout est toujours là. Et comme vous dites, vous le sentez, quand vous dites oui, je suis sociable, c'est qu'après, après j'ai peur, parce que j'ai peur de quoi ? J'ai peur de ce que l'autre va découvrir de moi. S'il découvrait de moi tout ce que je sais de moi, alors il ne pourrait pas m'aimer. Mais d'abord, l'autre n'en sait rien. Ça, c'est une chose. Je vous rassure. Déjà, oui. J'ai pas l'intention d'en dire de trop. Et voilà. Donc, l'autre n'en sait rien. Donc, vous êtes en protection chez vous. L'autre n'en sait rien. Et l'autre, c'est vous qui décidez ou pas de faire entrer l'autre. Mais il y a plein de sujets sur lesquels on peut échanger et se dire plein de choses intéressantes. Oui. Ah oui, il y a Nathalie qui dit les thérapies de groupe, vous avez essayé ? Non. Parce non, pas du tout. Oui, ça pourrait être une bonne indication, Nathalie a raison, parce que vous seriez insérée dans un groupe et ça vous aiderait petit à petit à voir que vous êtes loin d'être toute seule. Hein. Il y a encore une autrice qui dit « Ouh là là, je suis pareille, je fuis, je veux pas ressembler à mes parents, je suis seule aussi, je ressens un vide chez les gens, ce qui m'ennuie, j'en perds mes moyens en société. » Bon. Il y a Liso qui tente aussi une autre explication. Elle a fait une expérience de la vie si forte qu'elle en est plus riche. Donc les autres semblent en dessous, inexpérimentés de sa grande richesse. Oui, vous êtes très forte de quelque chose. Mais c'est clair. Mais faites-en quelque chose. C'est parce que vous ne faites pas aussi, Doumé. Oui, il faut que je passe à l'action. Bien sûr, c'est ça qui va vous sortir. C'est ça qui va vous sortir de l'endroit où vous vous trouvez coincé. Notre vie terrestre, c'est pas seulement d'apprendre, c'est aussi de créer. On est là pour se créer, pour créer. On doit faire œuvre de création.
Vous voulez qu'on continue à en parler un peu, Doumé ? Ou je vous laisse et vous êtes bien ? Parce qu'on arrive au journal. Je me sens bien, là. Vous vous sentez bien ? Super. D'accord. Oui. Bon, c'est super. Ok. Je vous embrasse, Doumé. Et pensez à agir, à vous créer chaque jour. Agir, et chaque matin. Je vous donnerai des nouvelles. Super. Merci à vous, Doumé. Voilà. Merci de votre appel. Merci. Je vous embrasse. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters. C'est la libre antenne qui continue sur Europe 1 en direct et avec vous, une libre antenne où la parole est reine et dans laquelle vous venez au 39 21 chercher des réponses à vos questionnements ou tout simplement vous rassurer, vous permettre d'entendre la petite voix au fond de vous qui indique le chemin. Et quoi de mieux que vos ressentis, votre musique intérieure pour vous guider et vous sentir sujet de vous-même. Alors dans ces témoignages que vous entendez ici ce soir et dans vos témoignages, cherchez à distinguer ce qui vous correspond au plus juste, ce qui vous fonde en tant que sujet. 39 21, Quentin et Corentin à votre écoute, Fabrice aux manettes de l'émission, moi au micro, toute l'équipe est là, attentive à vous et rien qu'à vous. 39 21, la ligne est ouverte tout autant que nous. Europe 1, Sophie Peters. Et on démarre cette deuxième heure en musique avec le 9e album de Patrick Fiori qui sortira le 29 septembre en exclusivité sur Europe 1, le premier single extrait de cet album Où je vis, Patrick Fiori sur Europe 1. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Sophie. Bienvenue. Merci. Alors Frédéric, vous vouliez parler de votre situation de vie, je crois, c'est ça ? Oui, c'est ça. Spontanément, j'ai pensé à vous appeler pour un peu me confier et parler de ma vie et de mon ressenti par rapport en ce qui concerne ma vie, quoi. Ouais. Et voilà, et là je suis dans une période où ça me pèse fortement, quoi. Voilà. C'est-à-dire dans ma vie, alors ça c'est pas nouveau, hein, ça a toujours été comme ça pour moi. On va dire tous les domaines semblent bloqués. Enfin, ça l'est moins que ça l'a été pendant de nombreuses années. Disons vers l'âge à 40 ans, ça s'est un petit peu allégé. Dans un domaine, on va dire un peu le domaine sentimental, mais sinon tous les domaines de ma vie semblent bloqués, quoi. Le travail, on va dire, sans vouloir abuser au niveau des qualificatifs que je peux employer, c'est la catastrophe. Bon, je vis seul, j'ai 50 ans, j'ai pas de vie sociale particulière. Voilà, donc tous les aspects sont difficiles. Je les ressens comme étant difficiles. Et est-ce que vous avez le sentiment, Frédéric, de pouvoir faire quelque chose dans la situation, c'est-à-dire un peu, vous savez, à la façon d'Épictète, qu'est-ce qui dépend de moi, qu'est-ce qui dépend pas de moi, ou est-ce que vous avez des marges de manœuvre, ou est-ce que vous sentez que vous avez des marges de manœuvre quand on est bloqué, Alors des marges de manœuvre, c'est-à-dire je fais quand même des choses pour essayer justement de faire évoluer ma situation, mais je peux pas dire que ce soit vraiment couronné de succès, quoi, parce que je me retrouve, on va dire, dans des situations récurrentes, quoi, voilà, qui sont, on va dire, toujours les mêmes. Dans mon contexte de vie reste le même, quoi, et triqué. Voilà, je suis comme c'est à l'étroit, voilà, vraiment à l'étroit. À l'étroit. Ouais. Ah, j'aime beaucoup ce mot à l'étroit. Ça veut dire que si vous vous sentez à l'étroit, une part de vous sait que vous êtes beaucoup plus grand que ça. Ça, oui, c'est très présent. Oui, bien sûr. C'est très présent. Mais donc c'est la ressource, elle est là. Qu'est-ce que vous faites, Frédéric, de cette partie qui sait qu'elle est beaucoup plus grande et qui se trouve effectivement tout d'un coup très à l'étroite dans cette vie? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour cette partie très grande? C'est-à-dire, quel espace vous pouvez créer pour qu'elle se sente plus à l'aise? Parce que si vous agissez
sous une forme de croyance ou de contrainte, en étant, comme vous dites, étriqué, en vous disant au fond de vous, oui, je fais ça, mais je sais bien par expérience que ça marchera jamais. Vous savez, espèce de petit découragement là qui tenaille. Alors on fait les choses, mais le cœur n'y est pas. Donc si le cœur n'y est pas, on n'a pas la foi. Oui, alors pour rebondir sur ce que vous dites, et ça, par contre, justement, c'est très aidant pour moi parce que justement, la foi, je la ressens et qui est très présente. D'ailleurs, je pense que heureusement qu'elle est là. Mais c'est formidable, oui. Oui, voilà. Donc, je ressens, nettement une dimension importante, qui est présente en moi, puisque là on parle de moi, qui est présent. Voilà, mais simplement, je n'arrive pas à la manifester véritablement dans mon quotidien, dans ce que j'y fais. Vous ne savez pas quoi en faire, en fait, de cette part de vous, de cette grandeur à l'intérieur de vous. Vous ne savez pas à quel endroit elle peut s'exprimer, comment, par quel canal elle peut passer. C'est ça. Je crois que c'est tout à fait ça. Oui. Oui, oui. Et qu'est-ce que vous imaginez quand vous y pensez? À quoi pourrait ressembler le canal qui la laisserait passer? Oui. Ça c'est une bonne question. Alors là, je ne sais pas trop comment répondre. Vous voyez, comme ce serait d'imaginer un passage. Imaginez, vous êtes, alors je ne sais pas si vous êtes, alpiniste. Je vais prendre cette image-là parce que c'est la montagne qui me vient là. Quelquefois, des images me viennent comme ça en direct. Et donc l'accès, voilà, vous avez ce sommet. Vous savez que vous avez les capacités, la volonté, le désir, tout ce qui va bien pour y arriver. Mais il y a un passage et le passage est bloqué. Et vous êtes très découragé parce qu'il y a un énorme rocher qui bloque ce passage et que manifestement, la montagne n'en propose pas d'autre de passage. Je dis manifestement. Alors, vous êtes un peu à cet endroit-là. Qu'est-ce que vous allez observer? C'est-à-dire prendre le temps, vous poser pour dire d'accord, là, effectivement, je vois c'est bloqué. Mais je vois le sommet et j'imagine qu'il doit bien y en avoir un autre. Alors, c'est un peu comme dans les films d'aventure. Qu'est-ce que va faire le héros que vous êtes pour trouver le passage? Eh oui. Là, ça serait peut-être plus facile. Je ne suis pas alpiniste, mais pour reprendre votre exemple, là, ça me serait peut-être plus facile dans cette situation de trouver comment faire pour accéder à la montagne, pour contourner le rocher. Mais dans ma vie, justement, jusqu'à présent, je n'ai pas trouvé. Oui. Est-ce qu'il y a un souvenir dans votre vie de moments où vous vous êtes senti dans votre excellence, dans votre puissance, un moment heureux, fier, tranquille, où vous étiez dans cette grandeur justement? Est-ce qu'il y a comme ça, dans vos souvenirs, un moment? Alors, je vais dire oui, là j'ai une réponse spontanée qui me vient parce que voilà, donc ça m'est arrivé, c'est dans un passé assez récent, récent, j'avais fait une rencontre quand même, fait une rencontre et puis la femme que j'avais rencontrée, on avait passé, par exemple, j'ai la Seine, on se trouvait au bord de la mer sur la plage et là, franchement, c'était un moment merveilleux. Voilà, oui, ça, j'ai déjà. Vous êtes senti confiant, tranquille dans votre puissance, avec une capacité, une spontanéité, quelque chose qui vous venait comme ça? Là, tout était là. Tout est là. Tout était là, oui. Qu'est-ce que vous avez mobilisé de vous à ce moment-là? Est-ce que vous sauriez dire qu'est-ce qui a été mobilisé dans ce moment? Certes, il y avait cette personne, mais vous avez mobilisé quelque chose de particulier. Alors, tout ça s'est fait, on va dire, tout naturellement et spontanément. C'est-à-dire que là, bien évidemment, je n'avais aucun effort à faire puisque tout venait tellement la situation était plaisante et belle. Donc, il y avait juste à laisser faire les choses. Oui, mais vous avez forcément agi, Frédéric. Il y a une part de vous qui a été mobilisée. C'est-à-dire que vous avez mobilisé des ressources très précises. Alors, on va essayer de les trouver ensemble. Vous avez à ce moment-là pu mobiliser ces ressources que vous aviez en vous et qui sont bien là. Vous les décrivez très très bien. Donc, qu'est-ce qui a permis quels sont les éléments qui vous ont permis de les mobiliser
à ce moment-là? Alors à ce moment-là, je vais une fois de plus répondre la chose qui me vient spontanément, c'est-à-dire peut-être que j'ai accepté, alors ça ne s'est pas fait consciemment, mais de lâcher, c'est-à-dire de me laisser aller et lâcher. Génial. Eh ben. Voilà. Et oui. Et alors? Et quand on lâche, tout semble se passer. Exact, parce que tout est là, bien. Tout est juste, parce que vous aviez tout en vous. Merci vraiment du fond du cœur de votre témoignage, Frédéric, pour tous les auditeurs qui nous écoutent. C'est très important ce que vous venez de dire. C'est très important parce que là, vous êtes en train de dire à quel point, quand on, comme vous dites, on lâche, donc ça veut dire quand on se fait confiance, comme on découvre que tout est là et que tout est juste dans la situation et qu'en plus on sait faire ce qu'on pensait ne pas savoir faire. Donc si je reprends le rocher qui bloque là, l'entrée du chemin, mais lâchez prise sur ce rocher. Parce que le rocher, vous l'avez, d'une certaine manière symbolique, mis là pour vous empêcher. Oui, je comprends, oui, c'est ça, oui. Oui. Ouais. Alors, de quoi vous avez besoin pour l'enlever? Vous avez besoin d'aide pour enlever ce rocher? Il est trop lourd? Qu'est-ce qu'il vous faut pour enlever le rocher, là? Pour enlever le rocher, il faut plutôt essayer de... utiliser mes propres ressources et pas y aller, pas chercher à forcer, pour enlever le rocher. Oui, mais vous avez donné la réponse. Donc être dans la confiance. Donc si on reprend maintenant, vous avez évoqué le travail en disant que c'était une catastrophe. Qu'est-ce qui est, au regard de ce qu'on vient de dire, là tout de suite ensemble, si catastrophique que vous ne puissiez, j'allais dire, arranger, organiser, faire à votre convenance, avec un peu plus de confiance? Et oui, alors là, disons, ça se complique. Oui, mais justement, c'est pour ça que je voulais qu'on prenne un cas concret. Oui. Oui. Parce que là, je suis quand même... démuni. C'est-à-dire que voilà, je me retrouve, ça fait de nombreuses années que je suis dans cette situation et je sais pas je n'arrive pas donc à m'en extraire, quoi. Est-ce que vous pouvez m'expliquer brièvement là où ça coince, la situation qui coince, là où vous vous sentez empêché? Qu'est-ce que vous ne pouvez pas lâcher ou où est-ce que vous pouvez pas mettre de la confiance? Disons, c'est vraiment... il n'y a pas un point particulier. En ce qui concerne mon travail, c'est sur toute la ligne. Je veux dire, je fais quelque chose, on va dire par défaut, que je n'aime pas, je n'apprécie pas, ne serait-ce qu'une seconde de ce que je fais. Ça peut paraître assez hallucinant à entendre, mais ça fait des décennies, environ 25 ans que je fais ce travail, et puis je ne l'ai pas apprécié une seule seconde. Et pourquoi vous êtes encore là, Frédéric? C'est une bonne question. On me l'a déjà posée. Et vous répondez quoi? Des fois, je ne sais pas quoi répondre parce que ça me paraît être vraiment la question à poser. Et puis, pourquoi, ouais. C'est pas tant pourquoi, parce que pourquoi serait... pour quelle raison? Pas tant la raison de qu'est-ce qui fait que vous êtes encore là. C'est qu'est-ce qui permet ce maintien dans quelque chose qui vous va si mal? Vous avez peur? Vous avez peur d'être bien, d'être heureux, de faire quelque chose qui vous plaît? Alors ça, on touche là certainement quelque chose qui, de très important. La peur, ou les peurs, oui. Mais que en conscience, je ne peux pas dire j'ai peur de ça et voilà. Bien sûr, c'est diffus. Souvent, ces peurs-là sont diffuses. Et finalement, est-ce que c'était si je suis dans, que ce soit un travail ou une relation amoureuse, si je suis dans quelque chose qui me comble ou qui est heureux et que ça me rend tellement heureux que je le perde, alors je préfère ne pas y aller. Il y a quelque chose de ça? Je pense pas que je l'ai ressenti. D'accord. Non. Alors
Il y a une interdiction, il y a quelque chose que vous ne vous autorisez pas? Ah, ça, c'est pas impossible. J'avais vu une personne, je vais dire particulièrement, plus précisément, c'était ce qu'on appelle un voyant. Oui. Bon, ça fait des années et bon, j'en avais une bonne opinion parce que je trouvais qu'il était performant sans lui donner certains éléments. Il m'a livré des choses de ma vie qui étaient juste notamment, il m'avait dit, monsieur, parce que déjà, quand je suis allé le voir à l'époque, ça fait 15 ans, il avait saisi ce qu'était ma situation par rapport à mon travail, et puis il m'avait dit, monsieur, vous vous punissez vous-même. Alors je me dis, oui, ça me paraît assez juste. Donc vous ne méritez pas. En fait, il y a une part de vous qui est très persuadée, malheureusement, et que vous ne méritez pas. Alors c'est je mérite tout à fait... pas le bonheur, je mérite pas un travail intéressant, je mérite pas un amour heureux, je mérite pas une femme que j'aime. Alors, une fois de plus, ça, il se peut que ce soit tout à fait ça, oui, et toujours pareil, inconsciemment, parce que, bien sûr, oui, inconsciemment. C'est ce qu'on appelle, vous savez, la culpabilité existentielle, Frédéric. Je connaissais pas le terme, mais je comprends ce que ça veut dire. Oui. Et en même temps, vous vous appelez ce soir. Donc, c'est que vous méritez de passer sur cette antenne et d'être écouté. C'est important ce que vous êtes en train de faire, là. Oui, justement, c'était ce qui m'est passé par la tête. Comme je sais que, il y a pas mal de personnes qui sont à l'écoute, et puis beaucoup de gens apportent leur témoignage ou leur aide. J'ai pensé à ça. Ce qui est formidable, Frédéric, c'est que là, vous êtes en train de vous dire que vous méritez. Vous méritez ce temps de parole, vous méritez de vous raconter, d'être entendu, d'être écouté. Oui. Oui. J'aime bien quand vous me dites oui. Mais c'est très important. Vraiment, j'insiste pour que vous le sentiez. Oui, ça me paraît pas étranger. Je reçois bien, vos paroles. Alors, qu'est-ce que vous allez décider à partir de ce moment? C'est-à-dire là, tout de suite, maintenant, dès demain, de faire pour vous-même et par vous-même. Qu'est-ce que vous allez faire pour vous demain, Frédéric? Alors là, c'est une colle. De décider, d'être déterminé. On est ici, c'est ce que je disais finalement à Doumé quand on s'est quitté tout à l'heure juste avant le journal. C'est vrai que souvent on dit, on est ici sur cette terre en apprentissage, certes, mais pas seulement. On est aussi ici pour se créer, pour se mettre au monde, pour évoluer. C'est-à-dire, on apprend et dans cet apprentissage, on crée quelque chose de soi. Qui a à voir avec l'évolution humaine, l'évolution du monde, et puis chacun apporte, sa petite pierre, un grand océan. Donc vous êtes très important, comme chacun ici est très important. Et donc c'est important que vous teniez compte de qui vous êtes pour permettre l'évolution globale de cet univers, de l'être humain, de la nature, puisque vous participez à ça. Oui, bien sûr. Donc quand vous vous occupez pas de vous, vous privez les autres de qui vous êtes vraiment. Alors quand vous êtes dans un travail qui vous plaît pas, vous privez les autres de vous parce que vous n'êtes pas au bon endroit. Quand vous rencontrez une femme et que vous vous dites que vous n'êtes pas assez bien pour elle, vous la privez de vous. Et vous, par contre, peut-être que une fois de plus, c'était dans l'inconscient, mais ça, je me suis jamais dit ce genre de choses. Par exemple, en rencontrant quelqu'un. Mais je suis d'accord que ça puisse se faire justement des automatismes. Oui, c'est tout à fait juste, Frédéric. Ce sont des automatismes, c'est très bien dit. Et que quand on prend conscience de ces automatismes, sans aller peut-être tout fouiller de la cave au grenier, c'est de dire stop. Mais vraiment de poser avec fermeté un stop à l'automatisme, puisqu'on en a conscience et qu'on voit qu'on répète. C'est se déterminer. C'est tout d'un coup prendre une décision et dire ça c'est fini. Ça je connais par cœur. Maintenant j'ai envie d'autre chose. Ou je suis prêt. Est-ce que vous êtes prêt, Frédéric, à autre chose? À donner de la place à cette grandeur-là?
Alors je sais pas si je suis prêt, mais en tout cas je ressens que j'en ai envie. Donc vous êtes prêt. Vous êtes prêt. J'avais envie de vous dire, mais vous êtes complètement prêt. Et on entend ça là depuis le début de votre témoignage. Vous n'aspirez qu'à ça et vous êtes prêt totalement et complètement. Après, bon là j'entends ce que vous me dites, mais là semble-t-il je bloque sur quelque chose, c'est parce que oui j'ai envie, mais en tout cas jusqu'à présent au moment où je vous parle, parce que c'est pas nouveau cette envie, je sens bien, mais ça n'empêche pas jusqu'à maintenant que les situations se répètent. C'est vrai. Voilà. C'est vrai, mais c'est pas une raison, parce que souvent c'est une mauvaise raison qu'on se donne en disant ça a toujours été comme ça, donc je continue, donc il n'y a pas de raison que je fasse autrement. Ça c'est le premier point. Et puis le deuxième point aussi, c'est qu'on sait que c'est inconfortable. C'est que s'il y a un changement à mener ou une transformation, ça va coûter un peu, ça va coûter de l'énergie, ça va coûter de la peur, ça va coûter de l'investissement. Donc, c'est la fameuse zone de confort. Tout d'un coup, on se dit, oulala, mais en fait, ce boulot que j'aime pas, mais je me levais tous les matins, puis j'ai un cerf qui tombe. Non, finalement, tiens, tu sais quoi, je vais continuer, moi, lundi matin. Et c'est comme ça qu'on continue des années dans une zone finalement très très destructrice pour soi-même, parce que pas au bon endroit. Une part de nous le sait, on a honte même. Il y a même une culpabilité, on s'en veut, on n'est pas très fier de soi, et ça ne crée pas l'estime de soi. Et on s'abîme là-dedans. On se fait très mal. Ça c'est tout à fait vrai. Ça je le ressens et plus fort que jamais. Oui, donc on a cette responsabilité vis-à-vis de soi-même. C'est-à-dire de se commander à soi-même, comme disait Montaigne, de avoir ce pouvoir de se commander et de décider. Et il est là le pouvoir de décision, de se commander en se disant non, je décide d'arrêter ça, et je sais que ça va pas être simple et que ça va me demander beaucoup d'efforts. Et c'est là où on retrouve le courage. Alors peut-être effectivement vous pourriez peut-être vous faire accompagner d'un coach dans cette métamorphose, ou vous faire accompagner d'un psy ou de quelqu'un qui va vous aider. Pourquoi pas. Bon, les psys, pour être tout à fait franc, j'ai déjà essayé, mais je trouve que ça ne me correspond pas. Oui. Vraiment. J'ai été un peu déçu, ce qui fait que j'ai pas poursuivi. Mais oui, alors peut-être plutôt un coach à ce moment-là. Quelqu'un qui soit plus dans quelque chose de pragmatique pour vous, qui vous soutienne, parce que j'ai le sentiment que vous savez déjà pas mal de choses sur vous-même, où elle est. En fait, c'est très étrange quand on vous écoute, parce qu'il y a une part de vous très déterminée, en fait. Enfin, non, pas déterminée, mais une part qui sait. Voilà, une part qui sait. On sent chez vous quelque chose de l'ordre de la connaissance. C'est pas du savoir, la connaissance. C'est pas quelque chose d'appris, c'est une vraie connaissance profonde. Ça, vous l'avez. Et puis il manque. Je vais peut-être vous embêter, il manque du courage, c'est-à-dire il manque du cœur à l'ouvrage, il manque votre cœur. Votre cœur est pas là. Votre cœur, je sais pas où vous l'avez mis, moi, mais il est parti, quoi. On peut essayer de le retrouver quand même. Oui, parce que vous en avez drôlement besoin de lui. Oui. Donc vous avez vraiment besoin de solliciter ce cœur, c'est-à-dire ce plaisir, cette envie, cet amour de la vie, ce plaisir de vivre, cette envie de faire des choses qui me plaisent, voilà. Et là, du coup, on exerce le courage. Ah oui, parce que ça, c'est quand même assez en berne. Bon, j'ai si vous voulez, la vie. Moi, je trouve que oui, la vie. Je veux pas dire que la vie, c'est moche et tout. Non, je pense tout le contraire. Oui, ça s'entend. Seulement, c'est vrai que j'ai pas un grand enthousiasme. Dans ma vie au quotidien. Mais parce que vous avez un peu baissé la garde. Voilà, vous avez l'histoire du courage ou du cœur, il est pas là. Donc je sais pas l'histoire que vous vous êtes racontée pour vous dire que voilà, tout était bloqué et que ça n'avancerait jamais. La vie n'attend que vous là, et demain peut-être le premier jour du reste de votre vie, si vous le décidez.
Oui, ben je suis d'accord avec ce que vous dites. Oui, Hein? ouais. Il y a Louisa qui dit votre sincérité est très touchante, ça c'est vrai. Dorénavant, cherchez moins le pourquoi que le comment. Très très bon conseil de Louisa. Bon cheminement, vous dit Louisa. Ouais, Cherchez le merci beaucoup. comment, lâchez le pourquoi. Les pourquoi, vous les avez tous. Donc, je Oui. comprends du coup quand vous dites j'ai pas envie d'aller voir un psy, mais peut-être. Alors, je vous propose comme ça un coach ou un ami ou quelqu'un, mais ou une décision avec vous-même. Faites ce que faisaient les anciens dans la Grèce antique. On se réunissait avec soi, on écrivait sur un cahier, on prenait date et puis on y allait. Allez, c'est les devoirs de vacances de Frédéric. Non, je suis pas cool là. Non, mais c'est pas une mauvaise idée. J'ai une amie qui m'a suggéré de faire comme ça. Bon, là j'avais un rendez-vous parce que je fais quand même certaines démarches pour essayer de faire évoluer justement ma situation. Et elle m'a suggéré, ça rejoint ce que vous venez de me dire, prendre une feuille et puis noter le pour, le contre. Non, stop, non. Ah non, je vous arrête immédiatement. Pas le pour et le contre, vous allez vous perdre. Mais non, pour et le contre, ça veut dire je pèse et alors du coup je décide pas et alors il y a rien qui sort et du coup il y a pas de priorité. Ça, vous pouvez en remplir des listes de pour et de contre, ça sert juste à rien. Non, moi je vous parle d'un petit cahier d'engagement pour l'été. Voilà, je m'engage. Alors chaque jour, par exemple, demain matin, je m'engage à, j'en sais rien, je sais pas ce que sera votre dimanche, mais à faire quelque chose pour vous qui va vous faire du bien. Puis lundi matin, ça va être je m'engage à. Puis ça peut être des toutes petites choses. Et puis vendredi, peut-être. Et puis dans un mois, puis vous me rappelez à la rentrée pour savoir tous les jolis engagements que vous avez pris, que vous avez tenus, parce que je suis certaine que vous allez les tenir. Parce qu'ils vont vous faire du bien. Et laissez tomber les pour les contre, ça ne vous aidera pas à décider, ça va vous perdre complètement. Ah oui, alors j'en ai pas besoin parce que déjà ça, je suis pas mal perdu justement pour savoir quelle direction prendre. Le matin vous choisissez la direction de la journée, puis après ce sera la semaine, le mois. Vous augmenterez après le tempo, vous augmenterez la distance, mais vous allez déjà vous engager sur des petites choses, puis des choses de plus en plus importantes pour vous, jusqu'à vraiment quelque chose qui va vous tracer une route devant. Mais vous allez déjà commencer petit à faire des petits engagements. Et ça va vous aider parce que ça va mobiliser votre cœur, donc votre courage. Vous allez voir que ça marche. Ça va vous donner du cœur à l'ouvrage, c'est le cas de le dire. Et vous allez avoir envie de continuer. Mais vous ne tracez pas une route de 100 km. Vous commencez pour la journée de demain, ça suffira largement. Je comprends. Voilà, pour commencer, il faut commencer petit, comme vous dites. Ouais. Bonne chance Frédéric et beaux engagements cet été. Merci beaucoup. Merci pour ce bel échange avec vous. Merci à vous. Bonne nuit. Bonsoir Michel. Oui, bonsoir. Bienvenue. Merci à vous. En tout cas, je suis très content de pouvoir vous parler. Merci, moi aussi. Et puis merci pour votre émission. Et donc voilà, donc j'ai 29 ans et je suis en couple, en concubinage avec un enfant. Qui a 2 ans et demi. Voilà. Donc, ça fait depuis 2013 qu'on vit ensemble. Et ça fait 3 ans où c'est très très dur pour nous parce que il y a moins de contact physique, donc charnel. Et aussi moins de lâcher prise et puis aussi, comme je suis quelqu'un d'assez anxieux aussi, donc j'ai un côté anxieux qui fait que cette situation en fait m'angoisse de plus en plus et j'ai du mal quand je rentre à la maison, j'ai pas envie de rentrer à la maison. J'ai cette angoisse qui monte. Voilà quoi. Et comment vous expliquez l'engrenage, l'enchaînement de moins en moins de contact physique petit à petit? Est-ce que c'est dû, parfois c'est l'arrivée d'un enfant qui retarde le couple dans une reprise ou une sexualité plus épanouie? Ça change vraiment l'intimité d'un couple, l'arrivée d'un très jeune enfant. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est autre chose? Quelle est votre analyse? Oui, c'est vrai que ça s'est empiré en fait, à l'arrivée de notre enfant en fait, c'est vrai. Quand elle est tombée enceinte, au bout vers le 6e mois, donc il y avait plus de. Il y avait plus de rapport. Il y avait plus de rapport en fait, et ce
qui est fou, c'est qu'on n'a pas eu de... Ce qui n'empêche pas la grossesse, mais bon, elle voulait peut-être pas. Ça l'inquiétait pour le bébé. Oui, pour elle et puis pour moi aussi, en fait. Ah, vous aussi, ça vous impressionnait. Oui, je voulais... Oui, voilà. Vous en avez pas parlé au médecin parce que ça n'a pas d'incidence, voilà, sur le bébé. Enfin, quelquefois, les 15 jours avant l'accouchement, mais au 6e mois, sûrement pas. Oui, en fait, voilà, lorsqu'il y a un orgasme, en fait, il y a, voilà, il y a des contractions, donc aussi, elle me disait qu'elle avait peur aussi, quoi. Elle avait peur aussi. Voilà. Bon. Mais depuis, alors là, il a 2 ans et demi. L'intimité n'a pas repris son cours, en fait. Alors, ce qui est fou, c'est on est resté, on va dire, depuis au moins 2 ans sans rapport, quoi, sans contact, en 2 ans. Et en fait, depuis la naissance de l'enfant. Voilà. Et là, on a repris il y a 3 ou 4 mois là, de cela. Les rapports, mais il y a toujours cette il n'y a pas ce lâcher prise, même au niveau du cœur, du cœur en fait. Voilà. Avant tout se passait bien. Avant c'était plutôt bien sur ce plan-là ou? Alors oui, j'ai compris que je me suis mis avec elle parce que j'ai reproduit des choses étant un enfant, comment dire, un enfant thérapeute. Oui. De ses parents, donc j'ai ce côté sauveur, sauver ma mère, voilà, etc. Ouais. Des parents qui se disputaient, voilà, et qui est arrivé aux mains aussi. Donc voilà, j'étais entre les deux. Et puis quand je l'ai rencontrée, elle était blessée, quoi. Elle sortait d'une relation de 5 ans avec une personne qui l'a trahie. Et j'ai l'impression, voilà, que j'ai compris que j'ai reproduit ça avec elle, en fait. J'ai reproduit ce côté sauveur. Ce côté... oui, et donc vous êtes effacé. Vous êtes effacé dans vos besoins d'homme, dans votre puissance d'homme. Vous avez été un homme maternant et maternel pour elle. Voilà, plutôt dans ce rôle-là. Dans un rôle, quoi. Oui, dans un rôle. Voilà. Et pendant ce temps-là, toute votre puissance d'homme n'était pas là. Tout était tourné vers elle, hein, mais il n'y avait pas de place pour vous, en fait. Pour l'expression de vous, j'entends. Ouais. Voilà, j'ai beaucoup, voilà, c'est vrai que j'avais, tout était tourné vers elle, en fait. Donc j'avais cette dépendance affective, vraiment, où je m'oubliais complètement, quoi. Et j'allais vers elle, enfin, oui, donc dès que vous le sentez... Je ne sais pas exprimer, quoi. C'est ça, et dès que vous imaginiez, parce que souvent c'est sans mots ces choses-là, ou que vous croyiez sentir qu'elle n'était pas prête ou elle n'avait pas envie, vous vous réfréniez, en fait. Oui, voilà, c'est ça. Et oui, donc elle, à l'inverse, elle se dit, j'ai pas un homme en face de moi, il n'a pas envie de moi. Voilà, et c'est vrai que, voilà, c'est vrai que je me rends compte que j'ai pas beaucoup de désir pour elle, quoi. Voilà, c'est vrai que maintenant, c'est très difficile pour moi, j'ai l'impression de faire des rapports. Naturellement, enfin que ça vous vienne. Avant aussi, c'était comme ça, ou sur le désir, ou? C'est vrai que sur le désir, c'était assez difficile aussi. C'est difficile pour vous d'éprouver du désir. Voilà. Pour elle, en tout cas. Et... Pour elle, particulièrement, ça vous arrive de sentir du désir pour d'autres femmes? Oui, tout à fait, oui. D'accord. Oui. Donc c'est pour elle. Et c'était aussi envers elle avant, ou c'est depuis l'arrivée de l'enfant que le désir? Alors je dirais que ça s'est empiré après l'arrivée de l'enfant. Mais dès le départ, il y avait un souci quand même, quoi. Mais Michel, 2 ans, 2 ans sans aucun rapport avec votre compagne, avec un enfant de 2 ans et demi, avec vous, j'imagine, en train forcément d'avoir du désir pour d'autres femmes. Qu'est-ce qui se passe avec la mère de votre enfant? C'est une femme interdite maintenant? Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 2 ans? Qu'est-ce que vous vous êtes raconté, vous, à l'intérieur de vous, en tant qu'homme, pendant 2 ans? On comprend que vous avez eu des désirs pour d'autres femmes, plus pour la vôtre. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous pendant ces 2 ans? C'était très dur aussi. En fait, c'est vrai que comme j'avais plus de désir et puis à ce moment-là aussi, dans mon travail, ça allait mal aussi. Donc j'avais beaucoup de pression aussi. Et petit à petit, en fait, voilà, je me suis éloigné d'elle.
j'ai trouvé l'excuse de sortir tard du boulot aussi, parce que je voulais pas rentrer chez moi, j'étais vraiment mal, quoi. C'était l'échec, quoi, voilà. En fait, dès que je la voyais, en fait, pour moi, c'était l'échec du couple, quoi. Et puis, le fait de pas pouvoir, voilà, pas être un bon, voilà. Votre échec à vous. Pour vous, c'est votre échec. Ça vous renvoie à un échec personnel. Voilà, c'est ça. Oui, d'accord. Ouais. Et vous avez dit d'ailleurs, en vous présentant au début, vous avez dit, je suis en concubinage avec un enfant. On comprend. Oui, alors c'est correct. Simplement, je reprends la phrase parce que ce que j'entends aussi, c'est que c'est vous, l'homme, qui est en concubinage avec l'enfant et pas avec une femme. Donc l'enfant, pour vous, et c'est des choses qui arrivent dans les jeunes couples, enfin quand un enfant arrive, où la sexualité s'éteint, parce qu'en fait, l'enfant a pris la place de votre femme, en fait, et que vous pouvez plus la désirer. Et ça arrive que des hommes n'arrivent plus à désirer la mère de leur enfant. D'accord. Mais c'est vrai que il y a cet aspect-là. Et est-ce qu'à ce moment-là, votre femme serait un enfant? Est-ce qu'elle serait un enfant, ma compagne? Oui. Est-ce que vous la considérez comme un enfant? Parce que si on reprend votre phrase, je suis en concubinage avec un enfant, votre femme, pour vous, inconsciemment, symboliquement, serait un peu une enfant. Je me suis trompé dans ma phrase. Non, mais ça n'a pas d'importance. C'est intéressant. Ah oui, c'est intéressant, oui. Vous savez, le langage, c'est aussi le langage de l'inconscience. Ça n'a pas d'importance. Au contraire, Michel, c'est même très intéressant. Est-ce que, justement, votre femme, vous ressentez une part de vous, la considère comme une enfant? Alors, c'est vrai que je la considère comme, c'est vrai, peut-être de trop pure par rapport à moi, de trop. Donc vous ne pouvez pas la désirer. Vous pouvez pas la désirer. Voilà. Ouais. Vous en avez parlé avec elle? Vous avez quel niveau de dialogue ensemble? Oui, on parle vraiment beaucoup de ça, quoi. Vraiment, je suis honnête avec elle. Elle en pense quoi, elle? Elle dit quoi de tout ça? Et pour elle, c'est difficile parce que, voilà, elles ne sont pas désirées, donc elle a une estime d'elle-même, du coup, qui en pâtit. C'est sûr. Elle se jette la faute aussi, et puis, sinon elle me dit que, voilà, que je ne l'aime plus, tout ça, quoi. Et oui. Oui, et vous sentez que vous l'aimez? Je ressens de l'affection pour elle, mais après, c'est vrai que ce qui est dur, c'est que quand on a beaucoup discuté ensemble tous les deux, et quand je la regarde, c'est vrai que maintenant quand je la regarde, je sens de voir ses yeux qui me jugent tout le temps, en fait. Qui me juge dans cet échec, qui me voit comme quelqu'un de... Ouais. En fait, Michel, c'est un peu comme si vous aviez placé votre femme à l'intérieur de vous, mais à plein d'endroits d'ailleurs. D'ailleurs, vous avez parlé un peu de codépendance. Alors, à la fois, elle est à l'intérieur, elle vous regarde, elle vous juge. À la fois, elle est à l'intérieur de vous comme une enfant que vous portez et dont vous devez prendre soin. Elle est à l'intérieur de vous en femme blessée. Elle est tellement à l'intérieur de vous que vous n'avez plus du tout accès à votre puissance d'homme. Elle obstrue, si vous voulez, l'accès à vous-même. Pas de son fait à elle, de la façon dont vous l'avez placée à l'intérieur de vous. Oui, c'est vrai. Je suis claire. Oui, d'accord. Et donc, elle a une telle place à l'intérieur, vous l'avez mise un peu partout, alors voilà, par protection, par engagement, par décision, par fuite peut-être de votre masculin aussi, dont vous avez peut-être vous-même peur. Il y a peut-être quelque chose avec votre masculin là intéressant à travailler parce que vous-même avez peut-être peur de votre propre désir. Et quand le désir s'étiole et se coupe, c'est qu'on a peur de son désir. Donc mettre la femme comme ça à une position très pure, ça évite de se poser la question de son désir et de l'objet de son désir. Alors, vous l'avez auprès de femmes anonymes, mais là, c'est la femme connue. C'est pas pareil. Comme vous dites, maintenant qu'on a beaucoup parlé, elle me regarde, je me sens jugée, donc elle est connue. Et ça arrive, et parfois de façon plus facile, peut-être pour vous, d'avoir du désir pour des inconnus croisés dans la rue ou des femmes que vous voyez. Mais celle qui est connue
alors là, c'est plus possible parce que c'est comme si elle allait vous percer au travers, qu'elle allait voir à travers de vous, qu'elle savait tout de vous, et que vous n'auriez plus votre liberté d'expression, comme si vous vous sentiez cerné. Ça a sûrement un rapport aussi, peut-être avec votre maman, avec votre histoire avec votre maman. Mais plus vous êtes dans cette fusion, voilà, vous n'arrivez plus à sentir de désir en fait. Oui, c'est ça en fait. Je voulais savoir s'il y a d'autres personnes aussi, d'autres hommes qui ont vécu ça, quoi. Aussi, ouais. Pourquoi vous feriez pas une thérapie de couple? Allez voir un sexologue. On y a pensé, mais elle n'est pas. Elle voit pas l'intérêt, quoi. Eh ben si, mais si, il y aurait un intérêt. Elle. Oui. Il y aurait ça, ou en tout cas pour vous, Michel, vous d'aller voir quelqu'un et d'en parler, ne serait-ce que même pour votre avenir, pour vous, votre avenir d'homme, votre position d'homme, et d'aller un peu enquêter autour de votre masculin. Ce serait vraiment important, parce que là, il est malheureux, ce masculin-là. Il a besoin de vous. Il est malheureux, oui. Ben oui. Bon courage à vous, Michel. Je vous embrasse. Il est 1h, vous écoutez Europe 1. Je vous souhaite une belle et douce nuit. Je vous laisse en compagnie de Jean-Philippe Ballas et Émilie Mazoyer. On se retrouve demain soir à 23h. Passez un très beau dimanche et faites attention aux orages.